Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau autour des tables rondes professionnelles sur une deuxième table ronde proposée par le REC. Donc le REC, c'est la réunion des exportateurs de cours, qui est donc une association qui regroupe les entreprises qui font de la vente et de la distribution de courts-métrages ici en France. Et on avait très envie de parler de comment un succès d'un court-métrage peut permettre des succès de long. Et pour encadrer cette table ronde, nous avons Perrine Quenesson, qui a différentes casquettes, mais qui est surtout journaliste et qui travaille entre autres à la Semaine de la Critique et qui va donc nous accompagner et nous faire parler sur ce sujet cet après-midi. Donc merci beaucoup d'être là à nouveau et merci à toutes et à tous de votre participation à cette table ronde. Merci beaucoup Luce. Donc bonjour à toutes et à tous. En effet, on va parler dans cette table ronde justement de succès de court-métrage, passage au long, de voir un petit peu comment peut-être le travail de diffusion du court-métrage permet, voire facilite éventuellement le passage au long-métrage et peut-être aussi le succès du long-métrage. Et pour ça, pour en parler autour de la table, je vais faire un petit peu les présentations. En face de moi, j'ai Édouard Moria, qui est producteur et fondateur de la société 1001 Productions. À côté, on peut l'applaudir. Merci. Vous allez tous y passer. À côté de lui, nous avons la réalisatrice Charlène Favier, réalisatrice notamment du court-métrage Odolgori, dont on va se concentrer un petit peu sur celui-ci aujourd'hui, et aussi son premier long-métrage, c'était Slalom. Là, elle va bientôt sortir Roxana, donc bonjour. À côté de Charlène, on retrouve Pauline Séglan, qui est productrice et fondatrice de la société de production Film Grand 8. Avec elle, le réalisateur Jonathan Millet, qui en doit le court-métrage, enfin c'est l'un des courts-métrages, et toujours Nous marcherons, et le long-métrage Les Fantômes, qui est sorti l'an dernier. À côté de lui, eh bien, nous avons Chloé Maslow, réalisatrice notamment du court-métrage Asman la Diva et de son premier long-métrage Alice, Sous le ciel d'Alice, pardon, j'ai mis le prénom en premier, Sous le ciel d'Alice. Oui. Et enfin, last but not least, puisqu'elle a parlé en premier, Luce Grosjean, à côté de moi, qui est donc distributrice et cofondatrice de Miu Productions. Miu Distribution, j'ai dit production, j'ai voulu dire distribution. Donc déjà, merci à tous les 6. Ça fait une belle table ronde. Hein. On est quand même, on a une scène un peu remplie. Donc déjà, merci à tous les 6 d'être là. Je vais commencer peut-être par vous poser chacun par binôme un petit peu la question en se focalisant sur un court-métrage en particulier, justement de votre collaboration autour de ce court-métrage, autour de la création du court-métrage. On parlera ensuite de sa diffusion, mais d'abord de la création. Je me tourne d'abord vers vous, Édouard et Charlène, autour de Odolgori. Comment en fait vous avez travaillé ensemble, vous avez rencontré et vous avez créé ce court-métrage, en quelques mots. Ah. Il y a un bouton, me dit-on, dans l'oreillette. Ça s'allume. Comme quoi, tout marche. Dingue, ouais, hein. c'est fou, hein, ouais. Voilà. Écoutez, c'est assez simple. Charlène avait participé à un atelier d'écriture d'1 an à la FEMIS. Elle avait écrit un scénario qui s'appelle Slalom. Moi, j'avais lu ce projet et j'avais trouvé ça formidable. On était en 2016, hein, donc ça date un petit peu. Et puis, quand on a commencé à développer ce projet, on s'est rendu compte que pour justement apprendre à se connaître, tourner un court-métrage était une bonne idée, et Charlène m'a envoyé comme ça d'un jet un projet de court-métrage qui était donc Odolgori. On travaillait sur le long, on faisait des versions, enfin on sait ce que c'est, hein, c'est très long cette écriture de long-métrage. Et dans un mouvement comme ça, Charlène s'est dit, bon allez, tiens, on va faire autre chose, ça va nous occuper. Et elle a écrit un court-métrage de Dolgori, et celui-là, il y avait déjà des prémices ou des choses, des thématiques. Peut-être ceux qui ne savent pas, mais voilà, Slalom est sur un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui, hein, sur la question des violences sexuelles. Et dans Odolgori, voilà, elle voulait déjà lancer aussi, traiter aussi de ce sujet. Donc c'était pour moi une proposition que j'ai trouvée là aussi formidable. Et ça a été l'occasion pour nous, peut-être on en parlera, mais de trouver aussi le casting, puisqu'il fallait une jeune actrice pour interpréter
le rôle dans Odolgori, et c'était pas exactement le même personnage, mais c'était aussi une jeune actrice dont on avait besoin pour Slalom. Et c'est comme ça, d'ailleurs, à Cannes, on était allé voir Ava à la Semaine de la Critique. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu parler. Et c'est comme ça qu'on a vu Noé. Et juste en sortant de là, on a appelé son agent en disant est-ce qu'on peut travailler avec Noé Habitat pour le cours? Et puis on s'est dit on va voir comment ça se passe. Parce qu'à nouveau, c'est des enjeux. Voilà, c'est des sujets difficiles, des scènes qui sont difficiles, hein, très, très dures, dans Odolgori comme dans Slalom. Et voilà, c'était pour nous une première relation de travail qui a été très fructueuse, puisque après ça, on a décidé de faire Slalom ensemble aussi, de continuer. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose sur le fond, c'est vrai qu'on était déjà en train de travailler Slalom. Donc, ce qui est un peu étrange, c'est que ce n'est pas le court-métrage qui nous a amenés au long, c'est le long qui nous a amenés au court-métrage pour nous ramener au long. Et c'était aussi parce qu'il y avait une scène clé dans Slalom, qui est une scène de viol avec l'entraîneur. Et c'était une scène je me suis posé énormément de questions sur comment la tourner, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi ça raconte ça, pourquoi je raconte ça, et moi, qu'est-ce que j'ai vécu, mais non, je ne veux pas le voir, mais s'il faut que je le regarde. Enfin bon, c'était vraiment très compliqué dans ma tête. Et du coup, faire Odolgori, c'était une manière pour moi aussi de... Moi, j'avais besoin, je me suis dit, ça se trouve, je ne suis pas capable, en fait, de tourner ça. Je suis peut-être capable de l'écrire, mais je ne suis peut-être pas capable de le tourner. Et comment moi, je vais me positionner en tant que metteuse en scène par rapport vraiment à cette séquence-là. Donc c'était vraiment un peu un truc d'humilité de se dire, même dire à Edouard, écoute-moi là, j'ai besoin de me confronter à cette séquence dans le tournage de quelque chose de plus petit. Donc en fait, j'ai écrit une histoire qui était un prétexte pour tourner cette séquence et pour voir si j'étais capable de la tourner. Et je me souviens, ça a été très dur pour moi de tourner cette scène, très 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 dur. Et ça a été très très dur de la monter. Enfin voilà, ça a été et en fait de faire cette expérience-là m'a permis ensuite de me dire je suis capable de le faire dans un long, et on a pu poursuivre l'écriture du long jusqu'au tournage de manière plus sereine. En tout cas, moi, j'étais un peu en paix avec moi-même en me disant voilà, je crois que je suis capable, et parce que j'avais aussi un sentiment de responsabilité énorme, sachant que j'avais vécu cette agression. C'était très important pour moi d'être à la bonne place, en fait, et je voulais être certaine que j'allais être à la bonne place dans le long métrage, qui allait être potentiellement vu par beaucoup plus de gens que le court métrage. C'était aussi une question de responsabilité, en fait, d'un point de vue d'auteur, quoi. Et c'est vrai que ça a été vraiment un parcours. Enfin, moi, j'ai une reconnaissance immense pour Edouard, qui m'a hyper bien accompagnée dans tout ce processus psychologique aussi, et puis artistique. C'est vrai que ça a été hyper génial, quoi. On a eu une relation quand même très forte de réflexion, d'échange, et moi je me suis sentie hyper libre, hyper bien accompagnée dans l'écriture de ces deux projets. Donc on voit que le court-métrage ici était aussi un moyen de se confirmer soi-même, en fait, de ce qu'on peut faire. On va venir après un peu plus tard sur justement ce passage au long, puisque vous avez continué votre collaboration, enfin, vous l'aviez commencé, et vous avez continué votre collaboration ensemble sur le long. Je me tourne vers Pauline et Jonathan. Un peu la même question, en fait, c'est-à-dire comment ensemble vous avez travaillé et Toujours nous marcherons. Quelle a été votre collaboration à tous les deux? Alors nous, on travaille ensemble depuis 10 ans. On s'est rencontrés sur ce scénario de court-métrage. Et la vérité, c'est que quand on a décidé de travailler ensemble sur ce court-métrage, on a tout de suite parlé de ce qui allait se passer après. Donc très vite, ce premier court-métrage, une fois qu'il a été... une fois qu'on l'a développé, financé, fabriqué, qu'on en était très heureux tous les deux, dans tout ce process, on parlait déjà de quel allait être le bon premier long métrage. En fait, c'est une discussion qui a eu lieu dès le début, quoi. Voilà. Donc le court métrage est une marche à l'édifice qu'on était déjà en train de rêver, parce que tout ça se passe beaucoup dans nos têtes au départ, quand même. Et donc, mais la vérité, c'est qu'il y avait déjà ça en discussion très très vite. Voilà.
Ça ne veut pas dire que chaque cours n'est pas une fin en soi et un bel objet, mais c'est vrai que la première fois qu'on se voit avec Pauline autour de prémices d'un scénario, elle me dit tout de suite « Bon, mais derrière, tu as envie de faire un long ». Comme si se dire que toute l'énergie qu'on allait déployer, que tout le langage commun qu'on allait créer à deux, que toute la dynamique, les envies, les échecs qu'on allait avoir, ou au contraire les endroits qui fonctionnent, devait aussi servir à long terme, devait servir et sur le projet en soi et à long terme. Et donc il y avait cette double visée pour Et toujours nous marcherons, qui était de se dire on fait un film pour se trouver et en binôme, de voir qui fait quoi, qui est complémentaire, qui fait une crise d'angoisse à quel moment du processus. Et du coup de pouvoir se porter sur la suite, et aussi de pouvoir avoir un vrai bel objet, on en parlera après, mais qui, et moi je m'en étonne encore, mais qui en fait a été déterminant pour tous les endroits financiers pour le long métrage, d'avoir ce cours à montrer qui rassure. Donc voilà, je pense que les deux étaient, on le verbalise jamais sur le moment, mais après coup on sent que ces deux lignes sont aussi importantes. C'est parce qu'on comprend aussi que c'est une manière de tester la relation, quoi, un petit peu. Dans les deux cas, c'est une manière de voir est-ce que je suis bien entourée, est-ce que la confiance arrive à se créer, est-ce qu'on peut se reposer aussi l'un sur l'autre. C'est un peu l'impression que vos deux duos donnent aussi. Je me tourne vers Chloé. Et alors, avec Luce, vous avez un duo différent, puisque, en l'occurrence, Luce était distributrice de Asman la Diva, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être d'abord, Chloé, revenir sur la création de ce court-métrage et à quel moment on va chercher une distributrice, ou à quel moment on se retrouve avec une distributrice, ce qui nous emmènera très très bien pour la suite derrière. Mais je vous écoute, Chloé. Là, en effet, c'est assez différent parce que Asman, c'est un court-métrage qui était censé être un pilote d'une série. C'était Cosette et donc voilà qui s'était associé pour faire il voulait faire 10 portraits de femmes. Et Asman était le premier de cette série qui finalement s'avérait être le dernier. Et quand ils m'ont proposé, moi j'étais déjà en train d'écrire mon long et donc j'ai fait ce film, mais c'était absolument pas, il y avait absolument aucun enjeu par rapport à un long ou quoi, parce que c'est vrai que dans l'animation c'est assez différent, j'ai l'impression, parce que les courts-métrages sont vraiment des objets à part entière et il n'y a pas forcément une ambition de faire des longs quand on fait des courts en animation. C'est pas forcément un objectif pour des réalisateurs d'animation. Et en fait, on est allé voir Luce une fois que le film était fini. Oui, si je me souviens bien, déjà on savait que la série n'allait pas exister à ce moment-là où vous venez me chercher. Et moi, j'ai un peu un double mouvement au moment où... alors c'est via Virginie de Donc Voilà qu'on me contacte pour distribuer le cours, enfin donc le pilote, ou même je crois qu'il y avait une question de comment on pouvait le présenter. Et donc moi, je sais que mon premier mouvement, ça a été de me dire... Comme tu avais déjà gagné un César avec Les Diamanteurs, comme tu avais déjà un parcours assez identifié, je ne savais pas trop, en tant que jeune distributrice, ce que je pouvais apporter en plus sur le film. Et ça a été vraiment le film en tant que tel, où je trouvais que tout se tenait extrêmement bien, l'histoire est extrêmement belle, que je me suis dit, là, on peut peut-être apporter justement dans quelque chose de différent, un savoir-faire un petit peu... Enfin, on avait moins de pression et je pense que c'était aussi pour ça que je me suis dit, OK, on peut y aller. Et oui, en plus, il y avait vraiment le long en même temps. Et donc voilà, j'avais un peu l'impression de mettre le pied, de sortir d'un endroit de confort et en même temps d'apprendre tout en regardant ton parcours sur le long. Et donc j'ai un peu l'impression d'avoir été à une place qui n'aurait pas dû être la mienne à ce moment-là. Et le film a eu beaucoup de succès. Qui fait quand même écho au long, et donc il y a eu souvent des projections des deux en même temps. Donc ça, c'était assez agréable de les voir, surtout que Asman a été fait vraiment avec très peu de moyens, et que finalement se dire il tient la route à côté d'un film qui a été financé, c'était aussi intéressant, même dans les discussions avec les spectateurs après. Oui, il y a pour le coup, les deux se font un petit peu écho, et peut-être que l'un a aidé l'autre à la création aussi de l'autre, mais justement, sur ce parcours, Luce, vous disiez que le film a eu du succès, le court-métrage a eu du succès. On parlait de courts-métrages qui ont des succès. Vous avez plein de prix, chacun d'entre vous, avec vos courts-métrages. Donc, justement, quand on a un court-métrage entre les mains,
C'est quoi la stratégie? Comment on pense la stratégie de diffusion de ce court-métrage? Comment on fait pour justement avoir une présence dans les festivals? En fait, qu'est-ce que... question idiote, mais bon, voilà, il n'y a pas de question idiote, hein, il n'y a que des réponses bêtes. Mais justement, c'est quoi la stratégie quand vous l'avez, vous dites, bon, il faut que ça soit vu, et comment faire pour que ça soit vu? Comment faire? Parce que là, par exemple, vous, Luce, vous êtes distributrice. Si je dis pas de bêtises, c'est Manifeste qui accompagnait le vôtre. Donc, en fait, justement, comment on fait cette stratégie de visibilité, par exemple, pour Rodolphe Gory? Nous, on l'a fait tout seul. On l'a fait tout seul. Si, on a en effet envoyé à peu près, je ne sais plus combien, 150, 200 festivals dans le monde. En effet, j'ai regardé mes mails ce matin et j'ai vu que la majorité de mes mails concernaient les inscriptions dans 40 000 festivals. Donc voilà, c'était ça. Tu l'as fait tout seul? Oui, enfin, Bravo. avec la petite équipe que j'avais autour de moi à 1001. Oui, donc c'est en effet très long et très fastidieux. Mais ce qui a permis en effet au film d'avoir un certain nombre de sélections. C'est vrai que nous, très honnêtement, on s'en est aussi beaucoup servi pour appuyer un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour appuyer le dossier du long métrage qu'on est en train de monter. Parce que pareil, envoyer un scénario et avoir en plus un lien Vimeo avec un court-métrage réussi pour accrocher l'intérêt des distributeurs, des chaînes de télévision pour le long, ou pour appuyer le dossier d'avance sur recette. Donc voilà, le lien Vimeo était aussi très important par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des festivals ou des espaces qui, pour vous, étaient des endroits clés pour potentiellement convaincre les futurs partenaires financiers? Est-ce que toi, tu l'as réfléchi comme ça en tant que producteur ou pas du tout? Pas dans les grands... Non. On a eu le prix... on a eu un prix Unifrance, non, on n'a pas eu je ne me souviens plus. Bref, en tout cas, on n'a peut-être pas grand-chose. Mais non, c'est pour ça qu'il faudrait que vous sortiez la liste de nos prix. Non, honnêtement, c'est un peu toute la difficulté aussi de la connexion, et qui est peut-être le cœur aussi de ce débat, hein, sur le court, le long métrage, les gens du long métrage, comment est-ce qu'ils identifient. Là, il se trouve que là, depuis le mois de janvier, j'ai une fonction un peu particulière puisque je préside le premier collège de l'avance sur recette long métrage. Et évidemment que dans cette fonction, je dois regarder les courts-métrages, et pour être honnête, plutôt le court-métrage qui vient, parce que c'est trop long en fait, je dois lire 50 scénarios. Les scénarios plus les cours, je ne peux pas en regarder 3-4 par dossier. Donc en général, pas en général, je regarde au moins un. Voilà, donc c'est là où... Et je vois bien que les gens qui sont autour de moi dans la commission, parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul, on est tout un groupe de gens, de lecteurs et de membres, et ce n'est pas forcément des gens qui connaissent bien le monde du court-métrage ou qui vont beaucoup dans les festivals de court. C'est des gens qui sont des professionnels du long, depuis en général quelques années, des jeunes ou des plus âgés. Et donc, la façon de juger les courts-métrages, elle se prend à l'aune de notre expérience du long, et pas forcément en identifiant les qualités d'un court-métrage dans le monde du court, en fait. Donc c'est vrai que c'est peut-être deux regards un peu différents chez les distributeurs, chez les chaînes de télévision. Alors les chaînes, faut qu'ils travaillent beaucoup pour qu'ils regardent les courts, mais les distributeurs, je pense qu'ils le font, en tout cas sur les premiers films, et à l'avance sur recette ou dans les régions, je pense qu'ils regardent aussi. Enfin, en tout cas, nous, ce qui est important pour nous, c'est surtout sur un projet comme celui de Slalom, où, comme l'a dit Charlène, il y avait des enjeux de scène compliqués. Pouvoir montrer à quelqu'un qui devait se projeter dans Slalom grâce à Rodolphe Gory, comment mieux se projeter, comment comprendre la mise en scène de Charlène. Pour moi, c'était vraiment ça la logique et la dialectique dans laquelle on s'est placé. Moi, pour parler, je ne sais pas ce que vous faites dans la salle. Vous êtes enfin, c'est quoi? Vous faites des courts-métrages, vous voulez passer au long? C'est ça l'idée? Ouais. Non, parce que moi, par exemple, je vais un peu casser un truc, mais par exemple, au Dolgory, on n'a pas été... Alors, on a eu, oui, présélectionné au César, mais on n'était pas dans les 5 finalistes. On a été
en sélection du prix Unifrance et du prix France Télé, mais on n'a pas eu le prix. Je veux dire, on n'a pas été pris à Clermont-Ferrand, je crois, ou alors dans une sous-catégorie. Enfin bref, ça n'a pas été le parcours du winner, quoi. Je veux dire, on n'a pas gagné le prix Canal+ à Clermont. C'était pas... En fait, après le cours, il faut faire des films, quoi. Il faut fabriquer des choses, il faut essayer de raconter des choses. C'est ça aussi le plus important. Après, ce qui reste, c'est quand même la postérité de ce qu'on essaye de raconter, des films qu'on fait, quoi. Je veux dire, il y a des films qui font des percées miraculeuses en festival, d'autres pas. C'est pareil pour les cours. Mais en fait, moi, j'ai eu l'impression que j'avais fait 2 autres cours aussi avant, dont Omessa, qui avait eu 80 prix dans le monde entier, mais qui n'a pas été pris vraiment dans les festivals français. Moi, j'ai toujours été un peu une outsider, quand même. J'ai pas trop aimé, quoi. Je sais pas, on m'a pas mis tout de suite sur le... mais en fait, il faut s'accrocher, il faut faire, il faut raconter des histoires. Et en fait, ça reste et ça revient. Et après, ça marque quand même un parcours. Et tout ça, ça raconte quelque chose très fort. Et ça raconte aussi aux producteurs avec qui on travaille. On se raconte à travers nos films. Donc, il faut faire un peu attention à ces trucs de prix et de grands festivals. C'est super si on y est, mais si on n'y est pas, en fait, c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu un parcours jalonné de grands festivals. J'ai eu la chance d'avoir, par contre, un succès beaucoup plus grand, finalement, avec Slalom qu'avec mes courts-métrages. Mais Odolgori, c'est un film aussi, moi, que je trouve très intéressant dans ce qu'il raconte, parce qu'à la fin du film, la jeune fille qui a été abusée, elle veut rester avec lui. Elle est complètement dans une emprise. Donc, c'était aussi un film beaucoup plus ambivalent encore que Slalom, et qui, pour moi, racontait encore plus, mais de manière très ambivalente, l'emprise que l'emprise peut faire sur une jeune fille. C'est-à-dire, là, elle était complètement... Et à la fin de Slalom, elle veut s'en libérer. Mais dans Odolgori, non. Elle pense, elle veut, parce qu'elle n'a rien d'autre, et elle veut garder. Elle a toujours peur de ne pas avoir l'amour dont elle a besoin pour survivre. Donc voilà. Et ça, peut-être, ça n'a pas trop plu, parce que c'était pas assez... voilà. Mais on s'en fout, il faut faire quand même. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on s'en fout, il faut faire quand même. Et donc, Pauline, justement, sur cette stratégie, justement, enfin, je dis stratégie ou pas, hein, stratégie du mail aussi, de l'envoi de mail, beaucoup. Mais voilà, justement, pour faire exister, et toujours nous marcherons dans le monde du court-métrage déjà. Oui, alors, en tout cas, je trouve que c'est des belles paroles que vient de prononcer Charlène, parce que c'est vrai que donc, moi, je produis peut-être 7-8 auteurs avec mon associé Lionel Massol, avec qui j'ai monté Film Grand 8. Et nous, on est vraiment les bons élèves de toutes ces tables rondes du passage du court au long, parce que vraiment, nous, on a monté notre boîte tout seul, on venait de nulle part. On a fait des courts-métrages avec des réalisateurs qui n'étaient pas du tout dans le circuit des grandes écoles et tout ça, qui étaient plutôt techniciens, qui étaient plutôt ou qui venaient du documentaire, ou qui avaient plutôt une formation comme Jonathan, presque journalistique à la base. En tout cas, des gens qui étaient vraiment autodidactes plutôt. Et nous, on était aussi plutôt autodidactes. Et on a commencé à faire des courts-métrages. On a vraiment appris en faisant. Donc, on a vraiment... au début, on n'arrivait pas à avoir toutes les subventions qu'il fallait. On a fait nos premiers films avec juste une subvention régionale. Et puis les films ont marché. Et donc, ça nous a donné de l'espoir de continuer et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les courts-métrages qui ont cartonné qui ensuite ont raconté les histoires les plus évidentes pour passer au long métrage et vice-versa. Et ça, c'est vrai que c'est important de le dire. De dire que finalement, ce qui se passe en cours, c'est le fait de faire, et c'est le fait de faire quelque chose dont nous, on est déjà fiers. Et après, l'histoire des carrières des films, elle ne nous appartient pas toujours. Et par exemple, pour Et toujours nous marcherons, nous, on a commencé la carrière du film à Clermont-Ferrand. C'était aussi que ça tombait bien, mais du coup, on n'a même pas présenté le film à Cannes, par exemple. C'était aussi... nous, on était très heureux de ça avec Jonathan. Notre film avait été pris à Clermont-Ferrand, et puis il se trouve qu'il a gagné un prix. Il n'a pas gagné un grand prix, mais il a gagné un prix. Et après, il a eu une carrière qui était super. Pareil, il a été présélectionné au César, mais il n'a pas été nommé au César. Mais le film, il était suffisamment solide pour moi, pour Jonathan, pour suffisamment de gens, pour effectivement qu'on en soit très fiers, pour être un élément décisif pour le
financement du long métrage. Mais je trouve que c'est important de raconter que c'est absolument pas un long fleuve tranquille, tout ça, parce que c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que pour avoir fait beaucoup de festivals de courts et pour avoir essayé de voir plein de films, je me suis aperçu à un moment que tous les courts-métrages qui m'avaient bouleversé, emporté, tous les noms que je m'étais notés en me disant ouais, c'est incroyable ce que ce gars fait en termes de cinéma, et ben c'est des gens qui n'ont plus jamais refait de film. Je ne sais pas comment j'ai vécu avec cette idée-là, mais en tout cas ça m'a un peu calmé sur le mot stratégie, disons. Je crois que sans l'avoir verbalisé comme ça, parce que ça pourrait être réducteur, mais en fait ça ne l'est pas, à un moment donné, on fait toujours Marcheron pour dire tiens, c'est un cours qu'on peut montrer à des gens qui effectivement viennent plutôt du long métrage quand on est à cet endroit du financement, et qui donc ne vont pas le juger à l'aune d'une carrière de cours, c'est exactement ce que tu dis, mais qui peuvent le regarder et passer 24 minutes à se dire tiens, ça fonctionne de bout en bout, on peut lui donner des sous pour faire un long. C'est-à-dire avoir vraiment un objet... Une carte de visite presque. Une carte de visite. Il ne faut pas du tout que ce soit la seule envie pour faire le film. Il ne faut pas que ce soit un but en soi. Mais au cours de la fabrication, au cours de la création d'un binôme ou dans une sorte de vision à long terme, ça doit l'être. J'ai l'impression que le parcours du film, à un moment, il disparaît parce qu'on arrive 3-4 ans après à faire un long et en fait, on se souvient plus de grand-chose d'autre que du lien Vimeo en fait, qu'on montre et qui est pris en tant que tel, qui a eu 3 sélections ou 200. Je crois qu'à ce moment-là, ça change plus grand-chose. Et à l'avance, dans des chaînes ou autres, les gens voient le film et se disent les plans fonctionnent, les acteurs sont crédibles, on peut imaginer donner de l'argent à ce duo. Et du coup, pour moi, une fois que j'avais fait Toujours nous marcherons, j'ai vraiment pris parti d'aller retravailler en cours, d'aller faire plusieurs cours, d'être vraiment dans le faire tout au long de l'écriture et même pendant la prépage du long, je refaisais un cours avec cette idée d'être complètement affranchi d'un besoin de faire un film de festival ou d'un film qui peut plaire ou qui peut être montré, et vraiment de trouver moi-même ma propre grammaire en réussissant et en ratant des choses, en me mettant en danger dans des dispositifs ou dans des façons de faire. Et donc j'ai pu faire 7 courts-métrages. Et je crois que ça m'a aidé à rater un peu moins de choses dans le long. Et que c'était plutôt une bonne base de travail. Oui, ça va, ça a été payant pour le long, il est pas mal. Merci Perrine. De rien, avec Tes plaisir. encouragements me soulèvent le cœur. Toujours avec plaisir. Mais ce qui est intéressant, je disais que vous aviez eu Manifeste qui vous distribuait, en fait. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça... Parce que tout à l'heure, vous disiez, Edouard, nous, on a envoyé beaucoup de mails tout seul, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça change d'avoir un distributeur ou une distributrice, en fait, qui vous accompagne? Oui, alors, effectivement... Ce qui est rigolo, c'est que c'est assez récent que des gens comme Manifeste ou comme Luce distribuent les courts-métrages. C'est une démarche qui est pas... Peut-être Luce a été précurseuse dans cette démarche-là, mais c'est arrivé... Enfin, nous, en tout cas, on a commencé à produire des courts, on les produisait tout seul, et puis, et Toujours nous marcherons, effectivement, on l'a confié à cette distributrice. Mais après, on a beaucoup, nous aussi, suivi la diffusion du film et la distribution du film, parce que c'est une chose d'inscrire un film en festival, de s'assurer qu'il y a un suivi et tout ça, et c'est une autre de faire vivre un film dans le plus d'endroits possible, de suivre sa diffusion dans des endroits qui rapportent absolument rien, mais qui sont en fait essentiels pour nous. Nous, on a fait un film quand même sur... le parcours d'un néo-migrant qui arrive à Paris. Et c'est un film qu'on a fait, par exemple, énormément circuler dans des circuits qui n'étaient pas du tout des circuits cinéphiles, qui étaient vraiment des circuits d'associations humanitaires, dans des endroits qui s'occupaient vraiment de qu'est-ce que c'était, qui accueillaient les migrants, c'est-à-dire leur montrer aussi le film à Emmaüs, dans plein de réseaux comme ça, parce qu'en fait, on fait aussi des films avec des convictions, et nous, on avait à cœur que ce film, justement, il soit décloisonné des endroits un peu d'entre-soi, en fait. C'est vrai, hein, où la seule question, là, c'est la cinéphilie. Et tout ça, on l'a fait parce que notre relation avec Jonathan, c'est-à-dire nous, Grand 8, on l'a fait, et moi, Pauline, parce que notre relation avec Jonathan, elle était sur le long terme. Et
Et ça, c'est important, je pense, de le dire, c'est que vraiment, dans le court-métrage, c'est tellement à peine une économie viable, enfin, c'est d'ailleurs pas une économie viable, que finalement, ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit en l'avenir, c'est parce qu'on a une direction, quoi. Et donc, voilà, moi, je sais que c'est parce qu'on était confiants l'un dans l'autre qu'on s'est dépassé aussi dans tout ce qu'on a fait pour ce court-métrage-là. Et justement, je continue sur la question de la distribution et en lien avec Assman, en fait, parce que pour le coup, pareil, donc Luce, vous avez distribué Assman et Chloé, est-ce que toutes les deux pouvez revenir sur le parcours d'Assman, justement, en termes de diffusion? Peut-être, nous, donc comme je disais, l'arrivée du film dans notre catalogue, c'est un film un peu hybride. En plus, c'est un film qui... Du coup, je pense qu'on peut reparler de ta technique d'animation qui est de la pixelisation. Et donc, je pense que c'est un de nos premiers films où on voit, en fait, on te voit à l'écran. Et nous, on a essentiellement que des films en animation. Et il y a un truc qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on voit en fait qu'il y a une vraie appétence du public des festivals, de toutes les personnes qui vont programmer le film, de voir une personne en chair et en os à l'écran. Et pour nous, ça nous fait très bizarre puisqu'on vient plutôt d'un catalogue animé. Alors, je fais souvent des blagues en disant qu'on a des films plutôt végétariens dans notre catalogue. Et en fait, on a quand même eu un certain nombre de films en pixelisation et on voit qu'en fait, ils performent de manière totalement différente parce que en fait, on a des vraies personnes à l'écran. Et c'est presque absurde parce qu'on a une tendance à dire que l'animation fonctionne mieux de manière générale à l'export. Alors qu'en vrai, nous, on voit que nos films avec des comédiennes et des comédiens fonctionnent mieux. Et nous, on est parti sur quelque chose assez classique, au sens où on n'avait pas un objectif de résultat, on ne s'est pas dit on va aller chercher Cannes. En plus, en fait, tu avais déjà ton parcours professionnel déjà bien tracé, mais plutôt d'aller chercher un public très large. Et le film qui dépeint donc un personnage important, on s'est dit plutôt on va aller chercher les festivals de films de femmes, on va aller plutôt chercher de l'avant-séance parce qu'il fait 7 minutes si je ne me trompe pas. Et donc on savait qu'on pouvait aller chercher une variété d'espaces pour pouvoir le diffuser. Mais je te laisse la parole si tu veux rajouter. En plus, tes autres courts-métrages étaient plutôt longs, non Plus 15 minutes. Mais c'est vrai que par rapport à la stratégie, je pense que c'est... Un distributeur, un producteur peut avoir une stratégie, mais je ne sais pas si les réalisateurs, ils peuvent vraiment... Enfin, c'est tellement... On contrôle tellement pas ce qui va se passer par rapport à un film qu'on fait. Parfois, on a l'impression d'avoir raté un film, et finalement, c'est lui qui va le plus en festival. Enfin, c'est vraiment tellement bizarre. Enfin, magique. Je crois que c'est le terme poli. Ouais, c'est magique. Par exemple, le court-métrage avec lequel j'ai eu un César, il a fait genre 3 festivals avant. Donc c'est quand même, on se dit, bon, bah là, il y a un truc qui est magique. Mais voilà, c'est pour ça que la stratégie, elle est un peu... je pense qu'elle n'est pas dans notre camp, en tout cas quand on est réalisateur. C'est un peu je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui nous traversent l'esprit, mais la stratégie, en tout cas moi, elle ne me traverse pas trop l'esprit. Peut-être pour parler un petit peu sur ce qu'on fait nous en tant que distributrice ou distributeur, c'est vraiment, en fait, on se retrouve avec une matière qui est un film. Nous, on essaye d'aller recueillir en fait les désirs que peuvent avoir les personnes qui sont derrière les films. On connaît plus ou moins le marché, on sait ce qu'on peut espérer faire, et après, on va essayer de réussir à atteindre ces objectifs-là. Par exemple, dans ce que tu parlais, dans la manière dont toi tu as imaginé, Charlène, la vie de ton film, ce que je me disais, mais c'est en fait dans l'idée de te tester, je me demandais est-ce que par exemple tu avais envie aussi de voir comment toi tu allais réagir potentiellement en présentant ton film. Est-ce que c'était une manière aussi potentiellement de te préparer pour le passage au long? Est-ce que c'était une manière aussi de te confronter au public? Enfin, ouais, c'est vrai j'ai que vu là, j'en sais rien, mais le producteur toi, a l'air. c'est peut-être. En fait, je me souviens plus trop, mais sûrement, ouais. Je me souviens en effet quand le film est passé sur France 2 et qu'il a été présenté par. Ouais, tu vois, ça nous avait vraiment intéressé de voir comment. À nouveau, je disais que ça se passait en 2017. Il y a en ce moment beaucoup de commissions d'enquête sur la question des violences et on date MeToo en France aux alentours de 2017-2018. Donc c'est vrai que nous, avec Slalom, Odol Gorille et Slalom,
on avait vraiment l'impression d'être au tout début. Le consentement n'était pas encore sorti. Enfin, voilà. Alors, je me souviens aussi que quand on est arrivé à l'avance, on nous a dit « Ah bah ouais, évidemment, vous présentez un projet comme ça parce que vous êtes dans l'air du temps. » Et ça faisait juste 4-5 ans qu'on travaillait sur le sujet. Mais bon, voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que sur un sujet comme celui-là, celui du consentement, le court-métrage, oui, c'était pour nous l'occasion de voir comment les gens étaient prêts à réagir à un sujet pareil. Donc oui, quels que soient des journalistes, des spectateurs, voilà, c'était pour... Tu le disais, toi, pour tester et pour réfléchir sur ta façon de tourner. Et moi, il y avait aussi la question de comment ça va être ressenti. Oui, c'était des scènes qui étaient particulièrement choquantes. Non, mais c'est vrai, maintenant je me souviens, parce que moi j'étais tellement accaparée sur comment le faire, le regard en fait. Comment je place mon regard et la responsabilité, tout ça, ça m'a vraiment hantée, mais obsédée. Mais c'est vrai que maintenant, donc j'ai ça comme souvenir, mais c'est vrai que je pense que j'étais aussi terrifiée. Moi, j'étais terrifiée aussi à l'idée de montrer ça, parce que oui, de comment ça allait être reçu. Bon, après aussi beaucoup slalom, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est un milieu montagnard très fermé, donc j'avais l'impression que j'allais même plus pouvoir aller rentrer chez moi, quoi. Mais ça, c'était un autre sujet. Mais au Dolgory, oui, aussi, sûrement. C'est vrai que maintenant, je me souviens le regard aussi de Caroline Fourès qui parlait du film à ce moment-là. Il y avait un truc, c'était assez intéressant de voir. Et aussi, c'est vrai que ce qui était très intéressant, c'était le ping-pong avec l'actualité et MeToo qui arrivait. Nous, ça faisait 4 ans qu'on se battait pour faire ces films, et on avait eu des trucs complètement contradictoires. Enfin, en gros, ça ne nous intéresse pas, ça nous fait peur. L'omerta dans le sport n'existe pas. Enfin, ça, c'est même la ministre qui l'avait dit. Enfin, en tout cas, on a tout eu. Et puis après, d'un seul coup, c'est vrai que le regard de la société a changé et nous a accompagnés finalement dans la finalisation de ces 2 projets. Donc, c'était assez intéressant, ouais. Et particulier par rapport à l'actualité. Mais je reviens tout à l'heure sur ce que vous disiez, Édouard et Jonathan, vous en avez parlé aussi, c'est que vous avez parlé de vos courts-métrages qui sont vus par... Après, donc une fois qu'il y a le court-métrage, qu'il a eu son parcours, il y a l'idée aussi qu'il puisse contribuer à financer le long, à être on parlait de carte de visite, alors ce n'est pas que ça son rôle, mais il est aussi cette carte de visite. Et vous dites, il regarde avec une connaissance du long-métrage, où en fait, ils ne sont pas à l'endroit du court-métrage. Est-ce qu'il y a un manque d'éducation de certains professionnels du long, et je parle en termes de financement, je parle en termes d'accompagnement vis-à-vis du court-métrage, en fait, où finalement c'est vraiment presque 2 mondes qui ne communiquent pas et on se sert juste de l'un pour illustrer ce qu'on pourrait faire dans un long. Je ne saurais pas répondre à cette question aussi définitivement, parce que je pense que ça dépend de chaque endroit. Par exemple, à l'avance sur recette, les gens que j'ai autour de moi dans les commissions, j'ai l'impression que ce sont des professionnels, et comme moi, ils ont un parcours où ils ont fait du court-métrage, où ils ont participé de près ou de loin. Donc, j'ai l'impression qu'ils connaissent le monde du court. Est-ce que c'est le cas de tous les gens dans les chaînes, par exemple? Ça, je ne pourrais pas être aussi catégorique non plus, à l'inverse. C'est-à-dire que, donc, je pense que ça dépend. Il y a clairement aujourd'hui un certain nombre de guichets qui s'ouvrent, des nouveaux partenaires financiers, là, Disney qui arrive, par exemple. Voilà, c'est difficile de se dire que tous les partenaires de nos futurs films ont un regard très acéré, très précis sur le court-métrage. Je ne pense pas qu'on puisse le dire, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'on recherche quand on lit un scénario de long, surtout des premiers, c'est vrai que un scénario, voilà, ça a sa logique, ils sont souvent très bien écrits, hein, je dois dire. Les scénarios de premiers films qui arrivent à l'avance sur recette, même au premier tour, sont vraiment très bien écrits, très bien accompagnés, presque toujours avec des producteurs. Enfin voilà, donc le niveau est vraiment élevé. Et c'est vrai que du coup, le court-métrage, dans cette logique-là, il a un vrai poids. Parce que si on voit que le réalisateur, la réalisatrice a déjà réussi à mener un récit pendant 20-25 minutes qui se tient, qui est avec des acteurs, qui transmettent une vraie émotion, des choses fortes, c'est très rassurant sur la capacité qu'il aura ou qu'elle aura à porter le long. Donc,
Je dirais que la compétition, le niveau général de la compétition est très élevé. Monter un premier film, c'est très difficile. Même si on dit il y a beaucoup de premiers films qui se montent, il y a aussi beaucoup de premiers films qui ne se montent pas. Donc ça reste quand même quelque chose de très difficile. Et dans cette perspective-là, le court-métrage joue, je pense, vraiment son rôle. Enfin, en tout cas, par exemple, à l'avance, je suis assez convaincu que c'est l'élément déterminant pour avoir l'avance, en fait. Je vais rebondir avec mes petites remarques qui viennent contrecarrer les institutions et tout ça. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu le CNC pour mes courts-métrages. Non, mais ça, c'est... J'ai jamais eu le CNC pour les courts-métrages. J'ai eu quelques aides régionales. Et après, France 2 qui m'a toujours suivi. Mais j'ai jamais eu le CNC. Et je me souviens, à un moment, Morad Kartoubi m'a dit « Viens dans la commission et tout ». J'ai vu comment ça se passait. Je lui ai fait « Désolé, là. Franchement, je peux pas. Je peux pas me retrouver autour d'une table avec des gens qui parlent de cinéma mais qui n'ont jamais fait de film, qui sont pas capables de se projeter dans le regard d'un auteur, quoi. Donc j'ai laissé tomber. Mais mais voilà, il y a un truc. Ça aussi, c'est le court métrage. Il y a un truc qui est très institutionnalisé dans le court métrage, dans ses recherches de financement, dans les guichets qui existent. C'est génial, il y a plein de guichets qui existent. Mais moi, je trouve aussi que parfois, ils empêchent à certains regards d'exister. Si moi, j'avais pas eu la force, j'étais productrice de mes courts-métrages à la base, si j'avais pas eu cette force de conviction en moi-même, en ce que je raconte et tout, mais j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui, quoi. J'aurais laissé tomber parce qu'en fait, moi, le système ne m'a pas ouvert la porte au début, quoi. Donc, il faut aussi faire attention à... Je vais peut-être changer de sujet, là. Il y avait une continuité. Non, mais peut-être. Non, mais je pense. Enfin, moi, je trouve que ça. Oui, mais il y avait Mourad qui. Mais j'allais y venir sur la différence d'échelle, notamment d'économie et de financement entre le court-métrage et le long-métrage. Mais peut-être, Luce, revenir sur quelque chose avant. Ouais. Oui, parce que je voyais plusieurs fois. Ouais, en fait, non, mais je pense que c'est très important ce que vous dites et sur la manière de réfléchir à comment on peut ou non se servir d'un court-métrage. Et je pense que c'est vraiment extrêmement pertinent de comprendre à quoi ça sert, à quel endroit. Et je pense aussi que au niveau du court-métrage, moi ça fait 12 ans que je fais ça, et en effet, on s'est inscrit dans un moment avec Manifeste où les productrices et les producteurs ne pouvaient plus en fait soutenir ce travail de diffusion, et c'est comme ça qu'on a pu exister dans ce tout petit marché de la diffusion et de la distribution. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est simplement... Enfin, je pense que c'est pas une question de succès. Quels sont les films qui vont avoir énormément de prix? Et je pense que ce que tu disais, Jonathan, sur le fait qu'il y a certains artistes qui peuvent avoir tout réussi avec un court-métrage, vont pas forcément passer par le long. Parce que peut-être qu'en fait, ils avaient que cette histoire-là à raconter. Et je pense que c'est aussi une réalité. C'est sûr que le court-métrage va... Alors moi, en plus, je regarde surtout de l'animation, mais ne va creuser un chemin qu'à partir d'un espace où il y a déjà une façon de regarder les films, une manière de les diffuser. Ça veut dire comment d'exister en tant que court-métrage à travers une sélection de 3 ou 4 autres films, comment les gens vont les percevoir. Enfin, il y a un truc de performance du court-métrage en tant que tel qui est complètement différente du long-métrage et pas du tout le même marché. Parce qu'on a moins d'argent, parce qu'on va faire les choses de manière différente, on va essayer d'aller creuser des choses un petit peu variées. Néanmoins, ce que je pense qui reste important dans cette diffusion-là et dans la manière de faire et de fabriquer, c'est de se confronter potentiellement à d'autres groupes professionnels. Et je pense que c'est là où, même si on a envie de voir les films qui ont le plus de succès en court-métrage passer en long et réussir en long, je pense que la réalité, c'est surtout de créer cette porosité, ces rencontres-là, pour se permettre de pouvoir exister sur des formes plus longues. Et c'est parce qu'on a appris à parler à un public en présentant des cours, qu'on va mieux savoir le faire sur le long. Enfin, et je pense que c'est vraiment pas uniquement un bac à sable, mais vraiment un endroit de rencontre et d'augmentation de rencontres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Voilà, c'était juste pour pas que casser mon métier, désolée. Pauline ? Je peux rebondir en tout cas sur la question d'avant, qui était de parler de la porosité entre le court et le long. Nous qui vraiment sommes des enfants du court-métrage, enfin qui avons vraiment, on a tout à démarrer à Clermont-Ferrand pour nous tous, à Grand 8 et tous les réalisateurs avec qui on a travaillé, à Clermont ou à Pantin ou ailleurs, ou à Cannes, mais dans des festivals comme ça. Moi, je suis
outrée du manque de cinéphilie court-métrage des gens du long-métrage. J'hallucine qu'on lise un scénario, donc ça prend à peu près 1h30, 2 heures, un scénario de premier long-métrage, sans regarder le court-métrage avant. Je ne comprends pas. Enfin, je trouve que c'est une manière c'est un fonctionnement que je ne comprends pas. Dans les distributeurs, dans les... Non, je sais bien. On défend sa paroisse, j'entends. Mais je pense qu'à l'avance... Ouais, mais je pense qu'à l'avance, ça dépend des présidents et c'est aussi et des membres. Mais par exemple, à l'aide à l'écriture-réécriture, je peux le dire, moi j'ai siégé avec une grande réalisatrice qui est Pascale Ferrand, qui vient du court-métrage, et elle ne regardait pas les courts-métrages, elle estimait que c'était pas l'endroit de cette subvention. Moi, j'étais donc en désaccord avec cette idée que c'était pas l'endroit. Enfin, je trouve qu'à tous les endroits, on doit chercher les cinéastes avant de chercher les scénaristes. Et en vrai, même à l'aide à l'écriture, réécriture. Et donc, franchement, je trouve que c'est aussi quand même une démarche. Et donc ça, c'est les endroits où, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a une amélioration à faire, parce que je trouve vraiment que c'est comme ça qu'on fera des meilleurs longs métrages. C'est aussi en étant plus attentif et en s'assurant que des gens ne lâchent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment scénaristes aussi. C'est-à-dire, ou parce que... voilà, ça c'est une préoccupation, mais pour mesurer ça, à Arte par exemple, c'est clairement parce que la responsable des courts-métrages d'Arte, qui est une personne très importante en vrai pour le passage du court au long, qui s'appelle Hélène Vessière, c'est clairement parce qu'elle connaissait le travail de Jonathan. Donc, Et toujours nous marcherons, il avait été soutenu par France Télévisions, mais d'autres films de Jonathan avaient été soutenus par Arte. Et c'est clairement par ce lien-là que ensuite il y a eu une évidence de rencontre entre le travail de Jonathan et Rémi Burat et Olivier Père, qui sont les décideurs pour le long métrage. Et il y a clairement quelque chose comme ça qui s'est dessiné, même indépendamment de nous, grâce à ça. Donc il y a des endroits où quand même ce travail-là, il est fait et il est fondamental. Il est vraiment fondamental. Et moi, j'ai d'autres exemples, indépendamment de ce film-là, des fantômes. Disco Boy, qui était un film de Giacomo Abruzzese, qui était vraiment un film à la limite de l'expérimental. C'est vraiment grâce à l'acheteuse, enfin à la responsable du cours de Canal+, que nous, on a réussi à avoir Canal+ sur le long, clairement. Et donc ça, c'est super. Ça, il y a vraiment du coup quand même des ponts qui existent, qui adviennent. Je trouve qu'à France Télévisions, c'est moins le cas. Mais en tout cas, sur Canal et Arte, même je crois qu'Hélène, maintenant, elle est dans le comité long métrage des décideurs premier et deuxième tour. Donc ça, on parle comme ça de gens qui sont à tel ou tel endroit, mais en fait, c'est capital parce que nous, pour faire un long métrage, on a besoin de entre 3 et 10 bonnes nouvelles. C'est comme ça que ça va se jouer. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui va se jouer. Et donc, c'est vraiment... on a comme ça vraiment peu de rendez-vous pour que ça fonctionne, pour espérer que le film se fasse. Et donc, c'est super quand, effectivement, nous, on est très fiers des cours qu'on a fabriqués, qui ont des vies dingues, qui gagnent des Césars et tout ça. Et quand on se rend compte qu'en fait, ils n'ont même pas vu qu'on était vraiment dans une masse de papier, alors que pour moi, il y a vraiment... je suis toujours atterrée de me dire, quelqu'un est étonné que Alice Diop fasse un premier long métrage magistral, mais tu as envie de leur dire, mais regardez les cours, juste regardez les cours. Et à chaque fois, je vois que les gens du long sont étonnés, et eux n'ont pas vu le truc venir. Moi, j'avais quand même été plutôt positivement surpris par l'attention donnée par les financiers du long sur le court. C'est-à-dire que là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y avait une mécompréhension complète du monde du court, des endroits qui étaient importants, des bons festivals et tout ça. Mais je me souviens que sur le financement des fantômes, dans notre rendez-vous Canal+, qui doit durer 2 heures, on parle pendant 40 minutes du court. Je me souviens que dans notre rendez-vous avec le distributeur, qui doit durer à peu près le même temps, pareil, ils ont tous vu le court, ils n'ont aucune idée de quelle récompense était la bonne, quel prix était important, quelle vie a pu avoir le film. C'est-à-dire qu'ils le reconsidèrent de zéro, mais pourquoi pas, en fait, en soi, de le voir sous un prisme juste d'objet cinématographique, sans perception du contexte. Ça marche bien. Et que c'est une énorme part des discussions.
Et j'imagine qu'à tous les endroits comme l'avance, c'est aussi le cas, simplement, ça fait moins partie des questions de l'oral, mais ça fait partie des questions des jugements et des choix qui se font après. Donc, à tous ces endroits-là, quand même, le cours n'arrive pas avec une sorte d'aura absolue. Il est considéré presque comme un objet en soi isolé qui va permettre de se dire celui-là est plus cinéaste que cet autre-là, à scénario égal, disons, ou chez un distributeur, on est plus rassuré, on a plus de foi en un premier film, c'est-à-dire un auteur qui n'a pas encore réalisé de long. Et honnêtement, moi, je partais de l'idée qu'on recommençait un peu à zéro, quoi, en passant au long, et qu'on avait, nous, créé plein de choses, mais que cette barrière-là était plus imperméable, et ça me paraissait quand même des discussions longues et appuyées, plutôt de mise en scène, de techniciens, qui tu vas reprendre de ton long précédent. Ah oui, l'image, ok, c'était bien, c'était pas bien, enfin, qu'importe les jugements qui en coulent, mais on trimballe beaucoup son cours après. Et j'ai l'impression, l'endroit d'expérience ou de conseil que j'en tire, c'est qu'effectivement, en ayant fait plusieurs cours, il faut choisir celui qui est le plus montrable, qui est le plus cohérent. Les lecteurs me semblent ne pas avoir le temps d'en voir plus qu'un, et ça marche pas. Non, mais c'est logique, c'est évident. Mais du coup, c'est un choix à faire de producteur, de réalisateur, de se dire, par rapport au long ou en soi, c'est ce cours-là qu'il faut montrer, il faut en montrer qu'un seul. Et donc, c'est pas tant la vie qu'il a eue ou ses récompenses, mais sa force de cinéma ou sa capacité à pouvoir rassurer ou à convaincre. Et Chloé, aussi, justement, est-ce que vos courts-métrages, Assman, mais d'autres aussi qui ont précédé, justement, ont contribué à aider à faire que Sous le ciel d'Alice existe, en fait? Ou est-ce que pas du tout? Je pense quand même un minimum, mais voilà. Si, quand même, mais c'est sûr que je rejoins, moi, Jonathan, dans l'idée que, en fait, là, ce qui m'angoissait un peu en vous écoutant, c'était le fait de se dire, oh, si je vous avais entendu avant d'avoir fait de cours, je me serais dit, mais l'enjeu, c'est qu'il faut mettre sur un court-métrage, alors qu'en fait, j'ai l'impression que, en effet, l'enjeu, enfin, il y en a, hormis expérimenter, et en effet, on est tellement libre quand on fait des courts-métrages par rapport au long. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Quand on commence à faire des longs, on se rend compte à quel point on était libre dans le cours et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et qu'on pouvait rater, en fait, et ce qui n'est pas plus possible quand on fait un long. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et pour avoir fait plusieurs cours, je vois que je mets pas en lien tout le temps le même en fonction des projets de long que je développe. Donc c'est ça aussi, de se dire, c'est pas le dernier que je vais mettre, c'est un qui colle plus parce que par exemple, j'ai bossé avec ce compositeur et pour la musique de ce long, je veux retravailler avec lui, donc je mets celui-là où le sujet est plus proche et tout. Donc c'est pas forcément le dernier, mais en effet, il y en a qui correspondent plus à un projet, parce que finalement, on refait un peu toujours les mêmes films. Donc il y en a toujours un qui ressemble à un suivant, donc c'est pratique. C'est pratique, ouais. Mais on parlait justement de financement. Tout à l'heure, vous l'aviez mentionné. Enfin, c'est pas. Je crois que c'était aussi Charlène qui en parlait, mais sur le fait que finalement, il n'y a pas les mêmes guichets, il n'y a pas les mêmes aides, il n'y a pas le même niveau d'aide aussi entre le court métrage et le long métrage. On peut pas s'adresser exactement au même nombre de guichets avec la même somme d'argent. Justement, en passant du court au long, quelle a été votre découverte par rapport justement à cette peut-être multiplication des guichets, ou est-ce que c'était plus facile, ou est-ce qu'en fait c'était plus dur finalement? Comment en fait le rapport au financier a changé en passant du court au long, de votre expérience? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que non, c'est pas si différent que ça. Ce qui interroge d'ailleurs quand on produit, moi ça fait 25 ans que je produis des films. J'avais fait la Fémis et je suis vite passé au long métrage en sortant de l'école parce que je me suis rendu compte que je mettais presque autant de temps à monter un court que monter un long. Donc je sais que c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est vrai que quand le but du jeu c'est d'en vivre, pas très bien, hein, mais d'en vivre quand même, je me suis dit qu'il était plus pertinent de passer du temps à monter le financement de long métrage. Donc, en termes de financement, si, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Hein. Enfin, je veux dire, le CNC, la mécanique du CNC n'est pas exactement la même, mais bon, il y a l'équivalent de l'avance sur recette, ça existe
en court comme en long. Les régions, c'est le même dispositif, avec quasiment le même temps de gestion. Enfin, on envoie son dossier, on attend X temps, on a une aide ou pas. Alors oui, il n'y a pas de Sofica, il n'y a pas mécanique de crédit d'impôt, bien sûr, mais voilà. Mais sinon, les chaînes de télévision, tu en parlais tout à l'heure, Arte, que ce soit Hélène ou le comité long métrage, chez Canal, pareil, chez France Télévisions, voilà. Donc, non, franchement, pour un producteur, c'est un très bon apprentissage que de produire du court métrage, parce que franchement, il va être confronté bon an mal an à peu près au même typologie de guichet. Il peut y avoir évidemment, il y a plus de choix, ok, enfin il y a plus de partenaires financiers possibles sur un long, mais le temps pour monter un projet et pour obtenir ces financements, il est assez semblable. Enfin, en tout cas, c'est parce que si tu partages la même... L'aide au court-métrage, c'est la plus dure à avoir statistiquement au CNC. Ah non, Je crois que c'est 3%, non? Je ne sais pas, mais c'est vraiment... c'est plus dur que l'avance sur recette en ratio. Oui, parce qu'en effet, sur l'avance, pour vous dire, c'est ça, on reçoit 50 projets à chaque commission et on va en aider 4. Bon, voilà, c'est déjà difficile, hein, mais en effet, en court-métrage, c'est beaucoup plus. Donc, les statistiques montrent qu'il est très difficile de produire du court-métrage. C'est pas une vue de l'esprit. Mais effectivement, moi, je pense que ce qui est génial, c'est que, en tout cas, nous, on a appris. Jonathan, il a appris à faire des films. Nous, on a appris à produire aussi de la même manière et conjointement. Et donc, peut-être nous, on a passé pas mal de temps pour le coup en court-métrage. Nous, on a fait 7 ans de court-métrage avec Lionel. Mais ce temps-là, je le regrette pour rien au monde. C'était vraiment... c'était le temps d'apprentissage, le temps de maturation, le temps de relation aussi avec nos auteurs. Et naturellement, ensuite, on est arrivé à être prêts tous à un moment, depuis 3 ans, du coup, pour nous, à produire des longs métrages et du coup, avec quelque chose d'assez solide. Par exemple, nous, on a fait sur Et toujours nous marcherons une coproduction avec la Belgique. C'est la même coproductrice qui ensuite a produit avec nous Les Fantômes. Tout était déjà en germe, en fait. C'est-à-dire qu'on a gagné du temps, finalement, à se comprendre, savoir, Jonathan, savoir quel collaborateur artistique il aimerait déléguer en Belgique. Et voilà. Et nous, on a aussi appris à faire des coproductions, par exemple, en produisant des courts-métrages. Et effectivement, comme le résultat des films, parfois on peut rater des coproductions et c'est moins grave de les rater en court que de les rater en long. Donc vraiment, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous qui étions qui avions pas du tout fait la Fémis, qui venions plutôt d'une formation technique de l'école des Gobelins et tout ça, c'était capital de faire tout ça. Et aussi, on a choisi nos auteurs avec beaucoup de délicatesse, de temps et tout ça. C'est aussi des gens qu'on a rencontrés parce qu'on avait vu leurs cours de fin d'études et tout ça. Et donc, il y a un truc comme ça très progressif que je regrette pas du tout, mais qui effectivement a pris un temps fou, faut quand même le dire. Et du coup, je voudrais rebondir parce qu'il y a 2 choses. La première que vous avez dite, c'est rater. Et je pense que sur rater... En fait, ou alors, et c'est pas si grave en fait, ce que je veux dire, c'est que la richesse de notre système, la richesse de l'exception culturelle, pour parler des grands mots, ou en tout cas de la création française, c'est justement de rater. Enfin, je veux dire, moi je pense qu'il faut l'assumer et l'expliquer, parce que parfois c'est difficile, il y a beaucoup de gens, et dans certaines fonctions que j'avais, de rencontrer des politiques, et les politiques ils se disent mais pourquoi on cache de l'argent public, et pourquoi vous ratez des choses, et pourquoi vous produisez pas directement les films qui marchent. Bah ouais, c'est une bonne question, ça. C'est vrai, ouais. Et c'est vrai que du coup je pense qu'il faut pas s'excuser de rater. C'est vraiment intrinsèque
à notre système. Et en plus, ce qui est raté à un moment, parce que quelqu'un se dit, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir raté, puis en fait, tout le monde m'a dit, ah non, il est super ton truc. Donc, c'est extrêmement subjectif, déjà. Et puis, alors parfois, on s'accorde tous pour dire, là, c'est vraiment raté. Oui, on est tous d'accord que c'est raté. Mais c'est pas du tout grave, en fait. C'est au contraire le signe d'une bonne santé. Pour réussir, moi, souvent, ce que je dis, comme je suis vieux, et avec mes cheveux blancs, je sais que oui, avoir un film qui marche sur 10, c'est la moyenne partout. Chez les Sofica, ils font 10 films, il y en a un qui marche. Chez les distributeurs, ils distribuent 10 films, il y en a un qui marche. Et qui rapporte suffisamment normalement pour compenser les pertes. Voilà. Moi, j'ai produit 25 films, j'ai eu 2-3 gros succès, mais c'est tout. Et c'est pas grave, en fait. C'est exactement comme ça que notre système fonctionne. Il fonctionne avec... Donc, sur la question de la pression, en fait, il faut essayer de faire le mieux possible, évidemment. Il s'agit pas de... On ne fait pas avec des involtures. Évidemment qu'on y met toute notre âme, toute notre énergie. Mais si ça ne marche pas au sens économique du terme, je veux dire, si c'est... Oui, le film n'a pas fait les entrées, ça n'a aucune importance. Notre système, il fonctionne parce que chaque année, il y a quelques films qui marchent bien. L'année de Slalom, l'année des fantômes, ou de 20 dieux, de En fanfare. Voilà, l'année dernière, il a suffi que quelques films issus de notre système fonctionnent très bien pour que l'ensemble de notre écosystème fonctionne. C'est ça il faut pas. C'est pas grave si l'année dernière il y a un réalisateur, une réalisatrice qui a fait un film qui n'a pas très bien marché. Si ça se trouve, c'est sur lui ou elle que tout le succès du cinéma français va fonctionner dans 2 ans, dans 3 ans. Et franchement, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne ça, parce que sinon, là, on met une espèce de pression. Il faut faire un court-métrage incroyable, et puis derrière, il faut faire un premier long incroyable. Là, évidemment, on vient sur scène. Pourquoi vous nous faites venir ? Parce que ça a marché. Mais moi, j'en ai produit plein des premiers films qui n'ont pas marché. Et vous ne m'avez pas invité pour m'en parler. Parce que vous m'avez dit, ouais, mais... Alors moi, j'étais pas là. Et c'est normal. Vous avez raison. C'est normal parce qu'on met en valeur voilà, ceux qui ont réussi à marcher. Mais moi, en tant que producteur, je peux vous assurer que j'ai travaillé avec la même foi, avec le même acharnement sur tous ces films. Et puis, il y en a qui n'ont pas rencontré le public. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on avait bien travaillé. Et puis, d'autres qui l'ont rencontré. Voilà. Mais c'est pas grave. En fait, notre système, il est fait pour ça. Il est fait pour que on essaye des choses, et c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est la clé. Si on veut faire uniquement des films qui marchent, si vous vous dites, je vais copier exactement ce qu'ils ont fait sur Slalom ou les fantômes, ça va être nul en fait. Ça n'a aucun intérêt. C'est ce que essayent de faire un peu les studios américains en disant, je vais faire le énième Star Wars, le énième Marvel, le énième... Oui, mais on voit bien que ça marche pas en fait. Notre système, c'est un système qui est basé sur nos diversités et sur le fait qu'on essaye, que ça marche pas, c'est pas grave. Et on n'en a pas honte du tout, c'est la force de notre système. Voilà. Ah, c'est rassurant. Je trouve ça super. Mais c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais, par exemple, moi, j'ai pas eu des grands festivals pour mes cours ou le CNC, la contribution financière, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mis 10 ans. Je me souviens entre mon premier, moi, j'avais fondé ma société de production parce que je produisais mes films. Mais entre mon premier film et Slalom, qui est sorti, mais qui était à Cannes, on va dire, en 2020, mais qui est sorti finalement, je ne sais même plus en quelle année il est sorti, Histoire de Quid, en 2022, je crois. Mais c'était 2010-2020. Donc il y a eu 10 ans entre mon premier cours, l'année où j'ai fondé ma société, et mon premier long. Et il y a eu plein de cours. J'ai produit des cours où je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle en tant que productrice. Il fallait vraiment que j'arrête. Voilà, donc j'ai mis 10 ans pour le comprendre quand même. Et j'ai fait des cours qui ont plus ou moins marché aussi, qui n'ont pas forcément eu les grandes aides, mais j'ai été soutenue par d'autres institutions comme la Maison du Film, où j'ai toujours eu une oreille hyper accueillante. Richard Sidi lisait mes scénarios, il me disait des fois c'est nul, des fois c'est bien, des fois c'est mieux, tu devrais aller voir un tel. La Fête du cours, Trouville, où j'allais avec mes courts-métrages qui n'étaient pas forcément sélectionnés, mais où j'ai toujours... Il y a plein, en France, il y a aussi plein de petites institutions comme ça qui rayonnent autour des grandes institutions et qui sont d'ailleurs financées par ces grandes institutions, c'est un peu des ramifications, et qui ne sont pas des endroits en fait, qui sont des super endroits aussi de rencontres et tout, et moi qui m'ont vachement accompagnée pendant 10 ans et qui m'ont donné la foi en ce métier et en mes capacités et en le fait d'y arriver, même en prenant des petits chemins de traverse. Donc, et je rejoins totalement ce que tu dis, Edouard, sur rater. En fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'important c'est de faire.
Et pour rebondir, moi je fais partie du comité là maintenant des longs métrages en PACA. Et je peux vous dire que je regarde les courts-métrages parce que c'est ce que j'essaie de dire aux personnes qui sont dans le comité, c'est en fait ce qu'on cherche là, c'est un regard de cinéaste. En fait, c'est pas un scénario qu'on aide, on aide un metteur en scène à déployer son regard. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et s'il n'y a pas le court-métrage ou le film ou l'extrait ou le machin ou le truc, c'est pas forcément facile d'aller chercher ça. Mais moi, c'est presque ça. Je dis, le scénario, il est un peu raté. Je m'en fous. J'ai vu un court-métrage, j'ai vu un extrait de quelque chose, et moi, j'ai foi en ce regard de mise en scène. Je vois la boîte de prod, je sais qu'elle va être capable de... Je ne suis pas là en train de devoir me dire, ah, des fois, il y en a en comité, ils me disent, ah non, mais là, à la fin, elle est... Je dis, mais la fin, il va la réécrire 1000 fois. Il va la réécrire au tournage, il va la réécrire au montage. Ça se voit que tu n'as jamais fait de film. Ah, le scénario est vachement trop long. Je dis, t'inquiète, je connais le producteur. Hein, il va lui faire couper 20 pages avant le début du tournage. Hein. T'inquiète pas, hein, ça va. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Slalom, on a coupé 20 pages un mois avant de tourner. Hein. Je dis, attendez, on n'est pas là pour juger le nombre de pages. La note d'intention est trop courte. Je dis, mais attends, moi, je préfère qu'il n'y ait pas de note d'intention ou 2 lignes plutôt qu'un pavé qui me fasse croire que le mec est intelligent alors qu'il n'est pas un metteur en scène, tu vois. Donc moi, je suis dans les comités, alors tout le monde me regarde avec des grands yeux en disant, mais elle est complètement folle, celle-là. Mais non, moi, je suis hyper pragmatique. Moi, ce que j'aide, c'est un souffle, tu vois, c'est ça. Enfin, bref. Donc ça, moi, je trouve qu'il faut un peu encore l'ouvrir dans toutes ces institutions que je trouve un petit peu, et du coup, et c'est aussi les festivals, la manière dont ils regardent des films, ça nous gangrène un peu quand même, en mettant les trucs dans des cases, en essayant de... Voilà, un cinéaste, c'est une liberté de penser. Donc, ça ne rentre pas forcément dans une case. Ce serait presque un autre débat sur les comités de financement. Voilà. Peut-on financer seulement sur scénario ou bien a-t-on besoin d'images? Mais ça, c'est une autre... Pardon, Jonathan. Par sympathie, je veux bien revenir à ta question initiale. Si c'est sympa, ouais. Avant. Mais merci, mais en même temps, moi, je suis là pour vous. Hein, vous savez, c'est juste... on vient vous écouter, vous, pas moi. C'est quoi la thématique déjà? Non mais ça va, on est bon. On parle de court et de long. On parle de court et de long. Tu parlais de financement et je me souviens que... Non mais c'était pas du tout, bien sûr. C'était pas une critique. En fait, il faut être dans des cases. Même sur les sujets, je suis désolé, il faut être dans des cases. Tu parlais de financement et je me souviens moi que ce premier rendez-vous avec Pauline autour du scénario, du court-métrage, tout de suite, on parle du long et... moi, à l'époque, ça me paraissait extrêmement lointain et même abstrait et flou ce que c'était que le financement d'un long. Et j'ai eu aussi envie, en profitant de faire un cours, d'apprendre, ou du moins de jeter un regard de compréhension sur la façon dont on fabrique, dont on finance, dont fonctionnent ces commissions, dont fonctionnent tous les interlocuteurs, qui en fait se ressemblent assez entre le court et le long. Et je me souviens qu'à ce premier rendez-vous, je lui ai dit, pour ce cours, moi j'ai envie qu'on aille chercher l'aide avant réalisation et qu'on y consacre le temps et la réécriture, parce que ce parcours-là, quelle que soit son issue, m'amènera à une base de compréhension et de connaissance au moment où il faudra aller chercher l'avance et où l'enjeu sera vraiment fort. Et c'est pour ça qu'on a presque financé ce cours comme si c'était un long, c'est-à-dire en se disant il nous faut une aide de l'institution, il nous faut deux régions, il nous faut une chaîne, il nous faut une coproduction. Et je me souviens que... du coup, ça me sert encore maintenant. Je m'étais dit à l'époque, je vais lire les 104 projets de court-métrage qui ont eu l'aide avant réalisation, qui étaient disponibles sur le site du CNC. Je vais y passer le temps, réécrire quand on me dit de réécrire, mais juste pour comprendre, pour à la fin, pas pouvoir me dire on l'a pas eu, on les aime pas, mais plutôt pour comprendre comment ça fonctionne. Et je me souviens bien que ce qui est hyper intéressant avec ces 104 projets qu'il avait eu à l'époque, c'est que l'écriture ne se ressemble pas, les notes d'intention ne se ressemblent pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette. Et heureusement, mais c'est toujours rassurant de le savoir, et on peut le savoir que comme ça. Et donc, vraiment, ça a été l'idée de comprendre un parcours. On l'a eu à la fin, mais par plusieurs étapes. On devait se représenter, on devait réécrire, on devait repasser. Enfin, il y a eu un long parcours que j'ai pris comme un parcours d'apprentissage, mon voyage du héros personnel, disons, avec tous ses hauts et ses bas. Et suite à ça, ça m'a intéressé aussi de faire partie de ces commissions. J'ai dû avoir le même coup de fil que toi de Morad, d'aller voir aussi comment on travaillait en région, puis d'aller à l'avance et de lire aussi des scénarios à cet endroit-là. Parce qu'en fait, ça ne donne pas du tout de recettes sur quel film il faut faire. Ça donne
juste une compréhension de comment c'est lu, comment c'est jugé, au milieu de quoi. Et peut-être que moi, ça m'a amené à pousser un peu plus l'écriture, c'est-à-dire pas du tout la dramaturgie, mais la manière dont on présente, dont on choisit les mots, dont on travaille juste sur ce qui est montré, donné au lecteur. Et je me souviens d'ailleurs que l'énorme conséquence de tout ce travail que j'avais essayé de faire et dont on parlait avec Pauline, c'est qu'à chaque fois, le dossier qu'on représentait à cette aide avant réalisation, il s'enrichissait de nouvelles feuilles, notes, directives et photos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait l'impression que ce qui n'avait pas marché, c'était que le lecteur n'avait pas la compréhension complète de ce qu'allait être le projet, et on allait embaucher des photographes pour faire des photos des endroits dans lesquels on allait filmer. On demandait aux compositeurs de composer la musique qu'on mettait à écouter. On ne faisait qu'enrichir le projet pour parler de cinéma, c'est exactement la notion qu'on avait là, sans changer une ligne du scénario en soi, et juste, il avait l'air plus crédible, plus fort, plus incarné et mieux. Et donc, quand à un moment, on se retrouve à être face aux fantômes et à les financer, eh ben, on partait aussi avec un acquis commun, une sorte de base où, quand on a des refus, on se dit qu'il faut qu'on retravaille plus. Ce n'est pas le projet en soi qu'il faut enterrer et brûler, mais qu'il y a une manière de plus donner à ceux qui vont le lire. Et on avait fait une sorte de base ensemble, de binôme de production, je dirais, si on parle que de cet endroit-là, qui en fait nous a servi à gagner un temps, à mon avis, énorme, et un temps aussi un temps humain, un temps de doute, un temps de questionnement intérieur qu'on avait déjà eu sur du court. Et c'est plus simple en fait sur du court de se dire bon on va pas réussir, en fait tant pis, on va le financer avec les sous de ma grand-mère qui à un moment va mourir. Enfin je veux dire, on a d'autres possibilités. Oh, j'en ai deux. Et on pense à elle. Et donc, Luce. Carrément. Et Luce, parce que là, on parlait de production et aussi de parcours au niveau producteur, hein, surtout aussi. Et voilà. Mais du côté distribution, est-ce que voilà, ce rapport d'échelle, en fait, finalement, de finance entre le court et le long est vraiment... parce que là, on disait, finalement, le parcours, parfois, est aussi long dans le court que dans le long. Comment ça se passe du côté distribution, à l'inverse ? Ou à l'inverse, ou pareil, ou j'en sais rien, justement, c'est la question. Alors nous, on distribue 4 longs métrages d'animation. Donc en fait, on fait surtout la vente internationale et la distribution au festival. Et pour nous, on a exactement le même ressenti, c'est-à-dire que, en fait, on fait exactement le même travail sur du court et du long. On les envoie en festival, sauf qu'on gagne entre 3 et 5 fois plus avec un long métrage pour à peu près le même équivalent de boulot. Et la chose qui nous a vachement surpris sur nos premières expériences de long métrage, c'est que nos longs métrages, comme c'est des endroits où nous on peut être, c'est des films extrêmement expérimentaux, très difficiles pour le grand public. Vraiment, je les montrerai jamais à ma famille. Ils voient très peu mes films, mais en général, les longs, je sais que je leur en parle même pas, parce que c'est vraiment un cinéma qui ne nous regarde pas et qui est difficile. Mais on gagne juste beaucoup plus d'argent avec. Et pour nous, ça a été une espèce de grosse surprise, mais déjà, c'est difficile de faire un long d'animation. Donc c'est pour ça qu'on a ces œuvres un petit peu hybrides. C'est souvent des films qui sont déjà financés, donc ils n'ont pas besoin qu'on leur apporte un gros MG. Et du coup, on arrive avec ce que nous, on sait le mieux faire, c'est-à-dire la diffusion en festival, apporter de la stratégie, apporter notre connaissance des programmatrices et des programmateurs. Mais ça n'a pas du tout été quelque chose d'évident parce que justement, moi, je me sentais pas du tout légitime sur cet endroit-là. Je me disais, non, il y a des vrais vendeurs inter. On n'est pas sûr de savoir faire. Mais du coup, en accompagnant des artistes et des sociétés de production qui venaient nous chercher exactement pour ce savoir-faire-là, et puis souvent, c'est des personnes qui ne sont pas européens. On travaille avec la République dominicaine et le Mexique actuellement. Et c'est aussi aller pour eux chercher un label ou une connaissance des festivals plutôt européens. Et en fait, les gens, ils nous payent pour chaque diffusion, et donc ça nous permet de gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, moi, ça me semble une situation presque absurde, parce que mes films grand public, c'est mes courts-métrages. Mes longs-métrages, qui sont en fait finalement beaucoup plus vus, beaucoup plus reconnus. Tout d'un coup, on existe aussi dans la tête des marchés, parce qu'on devient des acquéreurs de longs métrages, mais là, j'ai l'impression d'avoir volé ma place. C'est vrai. Je fais exactement la même chose, potentiellement aussi un peu moins bien, mais avec beaucoup plus de résultats positifs.
Donc on va faire exactement ce qu'on a fait avec le court-métrage, c'est continuer à apprendre, espérer grossir sur ce savoir-faire-là. Et aussi, c'est dans la logique de... Quand on voit nos artistes qui commencent à faire des projets plus ambitieux, on espère un jour pouvoir continuer à travailler avec elles et eux. Mais voilà, on est à peu près à cet endroit-là. Et à la différence au niveau de la production et de la réalisation, on n'est pas du tout accompagné en tant que vendeur international sur cette partie-là. Ce passage du court au long, c'est vraiment une prise de risque qu'on peut faire parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent nous chercher pour les succès qu'on a eus sur le court-métrage pour aller sur le long. Donc on tâtonne. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à ma question. Tout à fait, voilà. Et donc, je me tourne vers vous si vous avez des questions pour nos 7 merveilleux panélistes juste ici. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a mercredi? Il y a un micro qui tourne, c'est ça? Ah, on va en piquer un. Alors, merci à tous pour cette table ronde déjà passionnante. J'avais une question un peu pour les réalisateurs, réalisatrices. On parle beaucoup du temps très long qui est à la fois pour chaque projet de production, des courts au long. Sur ce temps-là, en fait, ces dizaines d'années comme on parlait, est-ce qu'on peut survivre financièrement ou est-ce qu'il faut nécessairement faire quelque chose à côté C'est une vraie bonne question. Alors moi, je vais répondre à cette question. Alors moi, pendant 10 ans, j'ai vendu des gants dans les stations de ski pour vivre. J'étais commerciale dans la boîte de mon père, une toute petite boîte familiale où on était 2 et on allait sur la route, on se partageait la France. Et donc, je vendais mes petits gants dans les stations de ski. Donc, non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais vécu du court-métrage, loin de là. En plus, je les produisais. Donc, alors là, c'était vraiment la double peine. Le pompon. Mais par contre, j'ai adoré faire ça. J'ai énormément appris. J'ai tout appris. J'ai rencontré plein de techniciens avec qui je continue de travailler, que j'adore. Des producteurs que j'ai croisés, plein de gens. Enfin voilà, ça a été génial. Mais j'avais un autre boulot. Et je me souviens, quand on a fait Slalom, on a tourné Slalom donc au mois de, je sais plus quand, janvier, février. Et donc, Edouard me dit, ah bah, c'est super, tu vas monter dans la foulée. C'est-à-dire mars-avril. Je lui dis, ah non, moi en mars-avril, je vends mes gants. C'est-à-dire que si tu veux, là, il faut que je bosse. Parce que pareil, un premier long, on n'a pas beaucoup, on ne gagne pas des 1000 et des 100 sur un premier long. Hein. Donc je lui dis, ah non, là, je suis à l'hôtel, je vais mettre une nappe sur le billard et je vais vendre mes gants. Les clients arrivent, des stations, et je leur vends mes petits trucs. Et ça me prend 2 mois et demi. Donc, on fera le montage après. Tu t'en souviens de ça? Je confirme. En effet, oui, je pense que pour les réalisateurs, c'est quand même une période un peu compliquée. Pardon? Non, elle est morte. Oui, maintenant. Non, c'est vrai que moi aussi, c'est pas des gants, mais en fait, comme j'ai une formation de graphiste à la base, à côté, je faisais beaucoup d'ateliers aussi avec les enfants, d'animation, et puis des génériques, d'autres choses. Mais c'est une stabilité financière, mais aussi psychologique qui est importante, parce que c'est vrai que si on fait que attendre les réponses, on a l'impression de vivre dans une sorte de couloir infernal. Donc c'est bien. C'est plus sain d'avoir une activité en plus. C'est bien d'être connecté à la vraie vie. Parce que pour faire des films, il faut avoir des choses à dire et donc il faut vivre des trucs quand même. Moi, un peu différent, mais j'essaie quand même de me connecter à la vraie vie, tu as raison. En fait, je savais que j'étais pas pressé de faire mon premier long et que j'avais envie d'acquérir un grand nombre d'expériences avant. Et du coup, j'ai fait 7 courts-métrages et 5 documentaires. Donc, pour pouvoir en vivre, j'ai fait 1,2 film par an, avec cette idée d'avoir toujours un film en diffusion, qui peut te ramener des prix en festival ou de l'argent des droits d'auteur, un film en fabrication, avec un peu de salaire, et un film en écriture, avec possibilité d'avoir un peu d'argent sur l'écriture. Et donc, dans le fond, pendant quasiment la dizaine d'années de préparation des Fantômes, j'ai toujours eu ces 3 films-là, parce que je savais faire que ça, parce que j'avais pas de plan pour vendre des gants, et parce que aussi j'avais envie d'être dans le faire, que le documentaire m'intéresse tout autant que la fiction, que le documentaire se finance plus vite avec moins d'argent, et que j'avais l'impression à chaque film d'apprendre beaucoup. Et donc ça a vraiment été mon parcours de fabrication, en étant évidemment pauvre mais heureux. Et toi, tu as commencé aussi
avant de faire du documentaire et d'être payé pour les documentaires que tu faisais, à être payé parce que tu faisais de la banque de données d'images. Donc c'était aussi un chemin où... Si, je peux tout dire, on peut tout dire. T'as raison, on peut dévoiler tous les mystères. Non, c'est vrai que assez tôt, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, assez tôt il fallait que j'en vive et les premiers boulots que j'ai eus, c'était des petits films, soit pour des ONG dans des pays lointains, soit d'aller filmer ces mêmes pays lointains pour des banques de données. Et je me souviens que les premières fois que je touchais de l'argent pour des images, j'avais 19 ans et je trouvais ça incroyable de dire que tu es réalisateur parce que tu as filmé et qu'on te donne de l'argent en retour. C'était rien, c'était très peu, mais ça crée tout de suite une espèce de croyance à long terme à l'idée de pouvoir un jour avoir des sous. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette question de vivre de ce que je faisais à des échelles étonnantes au début et plus cohérentes à la fin. Et je pense c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper importants. Et il y a aussi quelque chose de fabuleux, c'est quand même l'intermittence du spectacle. Et donc, c'est super quand on arrive à trouver un métier qui est cohérent quand même. Enfin, je dis pas que la vente de gants ne va pas apporter un film génial, parce que moi, je connaissais pas cette histoire de Charlène et je la trouve géniale. Mais c'est super aussi. Moi, par exemple, j'étais aussi une bébé productrice qui ne vivait pas de mon métier de productrice. Et donc, j'étais directrice de production sur des films qui n'étaient pas mes films. Et grâce à l'intermittence, donc je faisais un film par an, donc je travaillais 4 mois, j'étais bien payée pour ça. Et après, il me restait beaucoup de mois pour produire des courts-métrages avec les gens que j'aimais et donc construire notre relation comme ça pendant des années et des années. Hein, vraiment, c'était très rigolo, mais moi, je me souviens bien, on a eu notre premier petit César et j'étais secrétaire de production à l'époque. Et j'arrivais dans la boîte de production le lendemain, j'avais fait la fête toute la nuit avec mon César, je me mettais par terre et je faisais des DUE pour les gens. C'est ça qui se passait et c'était super. Enfin, et moi, du coup, j'avais des relations très chouettes avec des gens à qui je montrais mon court-métrage qui, finalement, des années après, ont été très importants pour nous quand on a fait nos premiers longs. Donc, enfin, notre au début. Et puis, mais c'est vraiment, ça, c'est super aussi de se dire qu'en fait, on trouve un endroit où on est assistant, où on commence, et puis en fait, on se nourrit d'un écosystème, on apprend. Quand on arrive à trouver une place comme ça, nous, les autres réalisateurs qu'on produit, ils sont coach enfants, assistants mise en scène. Il y en a un qui était régisseur, enfin vraiment, et ça fonctionne jusqu'à ce qu'on puisse. Jonathan, il écrit la nuit, il est extrêmement prolixe. Mais quand on a une idée en tête et qu'on la porte pendant longtemps, on peut aussi faire un autre métier complémentaire et c'est super. La conclusion de ça, c'est que là, on fait les malins, on est tous sur scène et donc la fête du cours nous a appelés pour nous dire est-ce que vous voulez participer à cette discussion. On dit oui, d'accord, pourquoi pas. Derrière, la fête du cours nous dit on vous invite à déjeuner avant. Et là, d'un coup, mais oui, bien sûr, on vient tous. S'il y a un endroit, c'est sûr. Donc on en est quand même tous là. Mais on prend tout ce qu'il y a à manger. Je veux dire, les temps peuvent être durs. On sait que le lendemain peut être difficile. Et voilà où on en est. Donc, il y avait une question, je crois, là devant. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé la phrase par rapport à « on fait les cinéastes, pas les scénaristes ». Très intéressant. J'ai une question par rapport à coproduction. Donc, on a parlé d'exception culturelle française, mais selon votre expérience en animation ou en long ou en court, donc en long, c'est quand même très souvent pour soutenir des projets conséquents. En court métrage, est-ce que, selon votre expérience, il y a des pays qui sont plus, on va dire, intéressés par la coproduction de long métrage? La coproduction de court métrage, pardon. De la France avec d'autres pays, vous voulez dire ? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Est-ce que en dehors de la France, quels sont les autres pays qui sont aussi forts que la France sur le financement du court-métrage? Ça, c'est clair et net. Et franchement, quand on voyage un peu, quand on fait des petits forums de coproduction comme le Berlinale Talent ou la Locarno Academy que nous, on a pu faire quand on était producteur de cours, c'est hallucinant. Enfin, comme on rentre et on se dit oh là là, on arrête de se plaindre là, vraiment, on est très 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 chanceux. Et donc la Suisse est très bien dotée, ou le Luxembourg, mais avec des exigences de dépenses et de territorialité très fortes. Donc il faut globalement être réalisateur suisse ou producteur suisse. Et pareil
Au Luxembourg, franchement, je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit où on puisse dire... nous, on coproduit des films avec des réalisateurs qui sont au Sénégal ou en Colombie ou en Italie. Mais c'est parce que les réalisateurs sont de là-bas et donc on crée des alliances comme ça. Mais en vrai, souvent, on fait des 80-20, c'est-à-dire 20% sur le pays X et 80% en France. Il n'y a que, je pense, avec la Suisse et le Luxembourg qu'on peut faire à peu près un 50-50. Et la Belgique, qui aussi soutient fort les courts-métrages. Mais par contre, n'a pas du tout notre écosystème sur l'argent privé, c'est-à-dire sur les préachats et tout ça. Ils aident peut-être 10 ou 15 courts-métrages par an, très peu. Enfin, nous, on est hyper bien lotis. Peut-être... Oui, peut-être en animation rapidement. En fait, on a beaucoup de coproduction, mais on a aussi beaucoup de systèmes de coproduction interrégionale, ce qui permet en fait de travailler avec différents studios et savoir-faire par région. Au niveau de l'animation, on va dire que nos partenaires généraux, c'est surtout la Belgique, la Hollande et la Suisse également. Du coup, en fait, très classiquement, finalement, des pays francophones ou des personnes qui partagent, enfin, qui sont aussi limitrophes. Donc, voilà. Je sais pas si... Merci, non, c'est très clair. Et si je peux me permettre, deuxième question. La projection de courts-métrages dans le cinéma avant le long-métrage. Je sais que dans certains pays, ça existe. Est-ce que pour vous, c'est une initiative qui doit être remise à jour ou c'est pas trop de sens? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs soucis. Enfin, on a toujours un peu l'image épinale du fait qu'avant, ça existait, c'était génial et que tout le monde voyait du court-métrage. En fait, la grosse différence, c'est que les salles de cinéma sont très pressurisées pour avoir beaucoup de séances avec potentiellement des espaces de publicité. Donc, à chaque fois qu'il y a un court-métrage avant, ça prend potentiellement des recettes aux salles de cinéma. Donc, c'est difficile pour elles de programmer du court. Et il y a aussi cette logique que, en fait, il y a des spectatrices et des spectateurs qui viennent en salle qui n'ont pas forcément, enfin, qui sont pas prêts à voir un court-métrage pour lequel ils n'ont pas payé. Donc, il y a aussi une espèce de frustration qui peut arriver. Ça va être une question de programmation, d'association entre le long et le court. Et puis surtout, du coup, comment on rémunère ce court-métrage-là? Il y a une super initiative de la part de l'agence du court-métrage qui est l'extra-court et qui permet par an d'avoir un certain nombre de courts-métrages devant les longs. Néanmoins, je sais que pour les salles de cinéma, en tout cas la manière dont on communique avec elles, pour elles, c'est pas évident parce que c'est proposer un peu un film gratuitement en plus du long. Et je sais pas si c'est une bonne manière de le mettre en avant. En tout cas, il faut vraiment bien l'encadrer pour permettre au public de comprendre qu'est-ce que c'est que ce film en plus, comment il peut l'apprécier et que ça reste quelque chose de joyeux et aussi mis en avant que le long métrage pour lequel on a payé une place. Merci. On s'approche de la fin, donc je me permets juste une dernière question, plutôt vers les réalisateurs, réalisatrices autour de cette table. Peut-être un peu, je ne sais pas, provocante ou pas, mais une fois qu'on est passé au long, on refait du court. Ça dépend combien c'est payé. Non, si, on en refait. J'en ai refait un, moi. Ouais, j'en ai refait un. Ouais. Ça, c'est vous qui savez, ouais. Ouais. J'en ai refait un après. Mais en plus, je trouve qu'il y a un vrai... En fait, moi, j'ai envie d'en refaire, mais pas dans les systèmes de financement, justement. D'en faire de façon plus libre, justement, parce que les temps d'attente de financement sont interminables, que de pouvoir... voilà. Mais l'animation me permet, ma technique, pas toute l'animation, mais d'être dans des systèmes un peu légers. Et en plus, je trouve qu'il y a un vrai... avec les diffusions, ce qui n'est pas du tout le cas, mais j'avais quand même envie de le dire, les diffusions, quand j'ai commencé à faire des cours, il n'y avait pas encore les plateformes des télés. Les films n'étaient pas du tout en replay sur France Télé. Et maintenant, c'est le cas. Et autour de moi, il y a énormément de gens qui ne sont pas dans le cinéma et qui regardent les courts-métrages, et ce qui n'était pas le cas du tout quand j'ai commencé. Donc je trouve qu'il y a quand même ça reste un espace de création et de diffusion qui est énorme par rapport au long, même avec les plateformes. Je me tourne vers vous deux. Alors, pardon, pression, peu de temps, court. Ouais. Non, alors c'est vrai qu'après, quand on rentre dans le long, dans le parcours du long, et on enchaîne les longs, enfin en tout cas, moi je suis un peu hyperactive, donc j'ai envie d'enchaîner les films. On n'a plus trop le temps de faire des cours quand même, parce que faire un cours, ce que vous êtes tout à l'heure, ça prend autant de temps que de faire un long. En fait, il faut écrire un scénario qui tient la route, il faut le financer et tout ça. Par contre, là, moi j'ai fait quand même un petit cours, ça m'a fait vachement du bien et ça m'a fait plaisir.
J'ai fait un petit court-métrage mais pour la MIPROF, qui est une association de lutte contre les violences sexuelles, qui est pilotée par Roxana Maracineanu. Ça passe. Du mal à le dire, qui était ministre des Sports quand Slalom est sorti. Et ils m'ont appelé un peu en catastrophe en me disant est-ce que tu veux faire un petit court-métrage? Mais là, c'est vraiment accompagner un livret pédagogique. Donc, on avait travaillé main dans la main pour faire ce petit film où il y avait un cahier des charges avec un message à faire passer. Mais c'était vachement intéressant et ça m'a permis, là, j'ai travaillé avec Judith Chemla, par exemple. Donc, c'était super de retrouver une... Enfin, là, je ne la connaissais pas, mais de travailler avec une actrice comme Judith qui est extraordinaire et de faire ce petit projet. Et on a tourné sur 2 jours à Marseille, parce que j'habite à Marseille, et c'était super. Et ça m'a fait vachement du bien. Mais voilà, parce que on avait 1 mois entre le moment où il fallait écrire le scénario et tourner le film. Ça s'est fait en 1 mois. C'était très rapide. Oui, c'est une question de dispositif. Moi, j'ai refait un cours pendant la prépa des fantômes, ce qui était vraiment une idée désastreuse. Brillante. Mais en l'occurrence, refaire du cours, pourquoi pas, mais pas du tout dans un processus de financement, plutôt dans l'idée d'un geste, soit avec effectivement de l'argent qui tombe ou des dispositifs plutôt automatiques, et pour dire tiens, je creuse une idée ou je prépare quelque chose qui à un moment pourra se recouper dans le long, mais pas du tout sur une temporalité de financement classique de cours et donc de charge mentale afférente. Non, une fois qu'on en est sorti, on n'a plus envie d'y retourner. Pardon, juste un des courts-métrages que j'ai fait qui a vraiment très bien marché, qui s'appelle Petite Lumière. C'était un court-métrage que j'avais fait avec Alain Gomis, et c'était entre son premier long et son deuxième, c'est après La France, et parce qu'il avait envie d'essayer quelque chose de différent. Et voilà, c'est un court-métrage, ça fait je crois 15 ans, 20 ans que je l'ai produit, et c'est un court-métrage qui continue à circuler encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un réalisateur qui c'était entre son premier et son deuxième. Donc tout est possible. Tout est possible. C'est ce qu'on va retenir. Merci beaucoup à tous les 6 autour de cette table et merci à vous.